Merci. Merci Olivier, bonjour à tous. Alors, je vais commencer par, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité à ce colloque et remercier pour cette organisation très sympa. Alors, je vais aussi commencer, enfin, je vais aussi remercier mes trois étudiants en thèse. Alors, d'abord, il y a eu Amandine Radic qui a soutenu en 2011, Marie Labatut qui va soutenir dans un mois, et Cyril Abadi qui va présenter le talk juste après et qui soutiendra en novembre. Je remercie aussi Cathy Pradou, qui est assistante ingénieure dans notre équipe Olegos à Toulouse, et donc qui travaille avec moi depuis 3 ans sur ce sujet. Et moi, j'ai commencé à travailler sur ce sujet il y a 9 ans. Alors, je vous présente le plan de l'exposé. D'abord, je vais présenter les motivations, pourquoi on s'intéresse au cycle du fer dans l'océan. Après, je ferai un bref exposé du cycle du fer, qui est assez complexe. Je vous parlerai des isotopes du fer. Je vais passer après au protocole analytique. Je présenterai quelques résultats sur les sources de fer à l'océan. Et ensuite, on passera assez rapidement sur 3 résultats sur les isotopes du fer au sein de l'océan. Donc tout d'abord, les motivations. Pourquoi on s'intéresse au cycle du fer dans l'océan? Alors ça, c'est la motivation principale, celle qu'on présente généralement pour motiver nos travaux. Alors, en quoi ça consiste? Donc on a ici la production de matière organique par la croissance du phytoplancton dans les couches de surface de l'océan. Le phytoplancton, il consomme du carbone pour croître. Et puis il y a une partie quand il meurt, ce plancton, cette matière organique, elle sédimente. Il y en a une partie qui est reminéralisée, une grande partie qui est reminéralisée lors de la chute. Il y en a une partie qui termine dans les sédiments où le carbone est séquestré. Donc ce processus va soustraire du carbone dans les couches de surface de l'océan. Alors il y a des échanges de gaz à l'interface air-mer, et des équilibres gazeux qui se créent, et du coup cette soustraction de carbone, ça va soustraire du CO2 à l'atmosphère. Ça, c'est ce qu'on appelle la pompe biologique de carbone. Alors, ce qui se passe, c'est que le fer est nécessaire à la croissance du phytoplancton, et donc ça va être un maillon essentiel de cette pompe biologique de carbone. Alors, en quoi il est nécessaire au phytoplancton? Je décris ici rapidement le rôle du fer dans le métabolisme. Alors d'abord, le fer, il sert de transporteur d'électrons qui est nécessaire à la fois au processus de photosynthèse et de respiration. Et j'illustre ça ici par une image de globules rouges. Donc les globules rouges, ils contiennent de l'hémoglobine. M, ça veut dire fer en grec. Et en fait, l'hémoglobine contient du fer. Et le fer oxydé, ça a cette couleur rouge. Donc si notre sang est rouge, c'est parce qu'il contient du fer oxydé. Alors, au-delà de ce rôle de transporteur d'électrons, le fer il sert aussi de cofacteur d'enzymes qui sont nécessaires à l'assimilation de l'azote par les cellules de phytoplancton. Le schéma qui est ici par Morel et Price en 2003 montre un petit peu les besoins de cellules de phytoplancton pour l'acquisition des macronutriments, donc le carbone, le phosphore et l'azote. Et on voit que le fer est nécessaire pour l'assimilation de toutes les formes d'azote, que ce soit le diazote N2, les nitrates ou l'ammonium. Il y a en effet des organismes qui fixent directement le diazote et qu'on appelle des diazotrophes. Le diazote, il y en a une réserve virtuellement infinie dans l'atmosphère et donc aussi dans les couches de surface de l'océan. Alors sur Terre, on a beaucoup de fer, puisque la croûte terrestre contient plus de 5% de fer. Donc a priori, il n'y a pas de problème. Et par contre, dans les couches de surface de l'océan, vous voyez que la concentration en fer est extrêmement faible. Et du coup, c'est plus problématique pour la croissance du phytoplancton. Voilà un profil typique de fer dissous dans l'océan. Vous avez la profondeur et les concentrations en nanomoles par litre. On est à environ un peu moins d'une nanomole en profondeur, et on voit qu'on décroît presque jusqu'à 0, jusqu'à environ 0,1 nanomole à la surface de l'océan, et ça c'est le résultat de la consommation du fer par le phytoplancton.
Ça conduit à ce qu'on appelle les zones HNLC, les zones High Nutrient Low Chlorophyll. Donc je vous explique ici. Vous avez une carte ici de concentration en nitrate à la surface de l'océan. Et on voit qu'il y a des zones dans l'océan où le phytoplancton ne consomme pas tous les nitrates qui sont à sa disposition. Et il y a eu beaucoup de mesures, d'expériences qui ont montré très clairement que c'était largement dû au fait qu'il manquait du fer dans ces régions et que la croissance du phytoplancton était limitée par des trop faibles concentrations en fer. Alors ça c'était pour les nitrates. Et puis donc pour le diazote, pour les organismes diazotrophes, on a aussi des limitations par le fer. Ça c'est un travail de modélisation qui représente les paramètres qui limitent la croissance des diazotrophes dans l'océan. Et en bleu, on a les zones où c'est le manque de fer qui limite la croissance des diazotrophes. Donc grosso modo, si on considère à la fois les nitrates et puis le diazote, le fer limite la production primaire dans environ la moitié de l'océan. Donc du coup, des variations d'apport de fer à l'océan vont avoir un impact sur la production primaire, donc sur le cycle du carbone et donc sur le climat. Donc c'est très important de bien comprendre les apports de fer à l'océan. Et or, je vais vous montrer dans la suite de l'exposé qu'on les connaît en fait encore très mal. Donc ça, c'était la motivation qu'on avance généralement pour motiver nos travaux sur le cycle du fer. Il y en a d'autres, et notamment le fait que le cycle du fer il a un impact fort sur le cycle de beaucoup d'autres éléments dans l'océan. On l'a vu dans pas mal d'exposés pendant ce colloque. On a vu que le cycle du fer, lors de la précipitation du fer, on va entraîner des éléments, les terres rares, mais aussi les actinides et beaucoup de métaux. Du coup, il est important de bien comprendre le cycle du fer si on veut aussi comprendre le cycle de tous ces éléments. Donc, pour résumer un petit peu les motivations pour étudier le cycle du fer dans l'océan, donc on a premièrement un lien avec la chimie de l'atmosphère et le climat, on a un lien avec la biologie, donc potentiellement avec les ressources halieutiques, et puis on a un impact sur les autres éléments, sur pas mal d'autres éléments, et donc dont certains peuvent être des éléments contaminants et donc sur des thématiques de pollution. Alors ça, c'était les motivations pour s'intéresser au cycle du fer dans l'océan. Je pense qu'elles sont importantes. Et en fait, quand on s'intéresse aux isotopes du fer, il y a encore davantage de raisons de travailler là-dessus. Quand on parle d'isotopes, on va parler de traceurs. Et notamment, quand on parle d'isotopes stables, on va parler de traceurs à la fois de source et de processus. Et là, on va considérer donc, on va toucher à des thématiques qui concernent plus que le fer, mais la biogéochimie de l'océan en général. Je vais illustrer ça avec deux exemples. Si par exemple on s'intéresse aux sources de fer et qu'on s'intéresse aux aérosols, un aérosol c'est pas du fer pur, bien sûr. Donc si on quantifie mieux les apports atmosphériques, on va quantifier mieux les apports de matière à l'océan en général, pour de nombreux éléments. De la même manière pour les processus, là je prends l'exemple de la reminéralisation de la matière organique. Donc, comme je vous l'ai expliqué, la matière organique produite en surface, elle coule et il y a une grande partie qui est reminéralisée à des profondeurs intermédiaires de l'ordre entre la surface et 1000 mètres de fond, disons. Et bien lorsque cette matière organique se dégrade, est dégradée, elle repasse sous forme dissoute. Et bien sûr, il n'y a pas que le fer qui est reminéralisé. Et on a aussi les macronutriments et tout un tas d'éléments qui sont reminéralisés. Donc on va toucher au cycle biogéochimique océanique en général. Puis enfin, les isotopes, c'est des choses qui peuvent se conserver dans différents types d'archives. Et donc on va avoir des applications en paléocéanographie. Donc maintenant, je vais vous présenter rapidement le cycle du fer tel qu'on l'avait compris quand j'ai commencé à travailler là-dessus. Pendant très longtemps, on a considéré que les apports atmosphériques, les poussières, c'était la seule source de fer qui comptait vraiment pour l'océan au large et en surface. Donc en surface parce que c'est là qu'il y a la production primaire. Donc jusqu'en 2005, on avait des papiers qui ne faisaient mention que des sources atmosphériques, quasiment. Depuis une dizaine d'années, on a de plus en plus de travaux qui suggèrent que les sédiments des marges continentales libèrent des quantités importantes de fer dissous pour l'océan.
Alors, je vais préciser un petit peu la chose. Dans des régions de l'océan où il y a beaucoup de production primaire, on va avoir beaucoup de sédimentation de cette matière organique sur les sédiments, des plateaux et des pentes. Et donc, on va avoir beaucoup de dégradation de cette matière organique par les bactéries. Et ces bactéries, elles respirent, elles consomment de l'oxygène et elles vont appauvrir les eaux en oxygène. Elles vont conduire à des zones de minimum d'oxygène, hein, dont Olivier nous a parlé hier, et sur lesquelles on reviendra. Et donc, ces conditions réductrices sur les sédiments vont permettre la libération de fer 2 qui est bien soluble et qui va pouvoir être transféré vers la colonne d'eau. Donc on a cette source sédimentaire, on a ces deux sources principales, hein, qui ont été estimées sur des ordres de grandeur qui sont comparables. Et j'insiste bien sur le fait que cette source sédimentaire ici, elle est liée à la dégradation de la matière organique et à un processus qu'on appelle la dissolution réductive, hein, donc qui est associé à un processus de réduction. Alors, j'ai noté aussi deux autres sources de fer à l'océan. Alors les rivières peuvent avoir un impact important sur les apports de fer dissous, mais localement, parce que si on considère les bilans globaux, on voit que globalement, hein, les estimations sont de plusieurs ordres de grandeur inférieurs à ces deux sources, poussière et dissolution réductive à partir des sédiments. Enfin, j'ai noté ici les sources hydrothermales. Alors, ça, c'est une source qui a été largement négligée ces dernières années. Et puis, depuis quelques années, là, il y a de plus en plus de travaux qui suggèrent que ça pourrait être une source importante. Mais les dernières estimations dont j'ai connaissance présentent quand même des chiffres qui sont environ 20 fois inférieurs à ces deux sources, poussière et dissolution réductive depuis les sédiments. En plus, les sources hydrothermales sont quand même principalement profondes et donc elles vont avoir un impact relativement mineur sur la surface de l'océan. Alors, après les sources, je vais vous présenter un peu rapidement la spéciation du fer dans l'eau de mer. Donc d'abord, on va faire une distinction, enfin on va parler de spéciation physique, on va distinguer la phase particulière et la phase dissoute, grosso modo qui va être définie de manière opérationnelle par filtration à 0,2-0,4 microns. Et alors en fait, la phase dissoute, en fait, elle contient plein de phases différentes, et on va distinguer les phases colloïdales et la phase soluble ou vraiment dissoute. Cela dit, dans ce que je vais vous montrer, à l'heure actuelle, il n'y a pas de travaux publiés sur les compositions, sur une distinction, sur les compositions isotopiques qui fassent la distinction entre ces différentes phases, et les données que nous on a produites, ont simplement été produites avec des filtrations à 0,4 microns. Donc moi, dans la suite de l'exposé, je parlerai de phase particulière et de phase dissoute. Donc à côté de cette spéciation physique, hein, fer particulière et fer dissous, on a quelque chose de très important, c'est la spéciation redox. Et donc on a deux états d'oxydation, le fer 2 et le fer 3. Alors le fer 2, il est soluble, mais il est instable en milieu oxyque, et la plupart de l'océan est oxyque. Et donc ce fer 2, il va être rapidement oxydé en fer 3. Et ce fer 3, par contre, lui, il est très largement insoluble. Mais cependant, c'est quand même la phase qui est très très largement dominante dans l'océan. Et ça s'explique par le fait que le fer est complexé par des ligands organiques qui vont permettre de le stabiliser, de le maintenir sous une forme qu'on appelle dissoute. Alors, ce fer dissous, donc il va interagir, via la production primaire, il va créer des particules biogéniques. Donc comme j'ai dit, ces particules, elles vont chuter, elles vont partiellement se reminéraliser, donc on va avoir un transfert de cette phase particulière vers cette phase dissoute, et puis une certaine partie va sédimenter. Et puis à côté de ça, donc on a toutes les sources principales. En fait, il y a beaucoup d'autres sources de fer à l'océan, les glaciers, etc. Là, j'ai présenté seulement 4 sources principales. Associées à ces apports, on va avoir des soustractions de fer dissous vers fer particulière par précipitation ou par scavenging. Le scavenging, c'est l'absorption du fer dissous sur des particules, et les particules sédimentent et ça soustrait le fer. Et puis bien sûr, l'océan, ça bouge dans tous les sens, et donc tout ça va être mélangé par la circulation et le mélange.
Au global, ces processus vont résulter, le profil type de concentration de fer dissous dans l'océan que je vous ai montré tout à l'heure, voilà, résulte de l'ensemble de ces processus. Et on a un profil de type nutritif, où on a donc un appauvrissement en surface, un léger maximum ici vers 1000 mètres qui résulte de la reminéralisation, et puis des valeurs pas très variables en profondeur. Maintenant, quelques mots sur les isotopes du fer. Donc Olivier a montré ça hier, hein. On a quatre isotopes stables du fer, et on va parler uniquement de fractionnement dépendant de la masse. Voilà. Il n'y a pas de fractionnement indépendant de la masse à ma connaissance qui ont été observés pour le fer. Et donc finalement, regarder un rapport ou l'autre, ça ne change rien. Et on va regarder le rapport delta 56, qui est le rapport 56 sur 54 dans l'échantillon, par rapport à un échantillon de référence. On exprime ça en pour 1000. Valeur positive, c'est du fer lourd. Valeur négative, c'est du fer léger par rapport à la référence. Donc la croûte continentale, ça c'est une chose importante, elle est bien définie, elle a une composition isotopique bien précise et qui est très légèrement, qui vaut 0,1 pour 1000, et ça résulte juste de la convention, du standard de référence qu'on utilise. Et les variations dans l'environnement, elles sont de l'ordre de 7 pour 1000. Alors, un mot sur les fractionnements isotopiques. Alors, je vais rappeler ce que c'est qu'un fractionnement isotopique. Quand vous avez un transfert d'un élément, d'un réservoir vers un autre, le processus qui transfère ces éléments, il peut favoriser certains isotopes par rapport à d'autres. Donc, par exemple, on peut imaginer que la consommation de fer dissous par le phytoplancton favorise les isotopes légers du fer. Et donc, le phytoplancton ainsi créé, il va avoir une composition isotopique légère par rapport au substrat dans lequel il pousse. Et donc, il va prélever davantage les isotopes légers, et le substrat, donc le fer dissous dans l'eau, lui, va s'alourdir progressivement au fur et à mesure qu'on lui prélève de manière préférentielle les isotopes légers. Ce qu'on appelle les fractionnements isotopiques. Et ce qui domine les fractionnements isotopiques, Olivier l'a aussi rappelé hier, très clairement dans l'environnement, ce sont les processus d'oxydoréduction. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais en bleu ici on a des espèces réduites et en rouge on a des espèces oxydées. Et les espèces réduites, elles sont plus légères que les espèces oxydées. Donc ce qu'il faut retenir, c'est ça, fer réduit égale fer léger, et inversement évidemment fer oxydé égale fer lourd. C'est très important de retenir ça pour la suite. Alors, au départ, donc on avait ces deux sources principales de fer, les aérosols et puis la dissolution réductive des sédiments. Et donc il y avait quelques mesures d'aérosols et ils avaient une composition isotopique crustale, environ 0,01 pour 1000. Et donc, compte tenu de ce que je viens de dire sur les fractionnements redox, on pouvait s'attendre à ce que la source sédimentaire soit très légère. Et il y avait des mesures dans les eaux interstitielles sédimentaires, dans des zones d'OMZ, où on avait des compositions isotopiques qui étaient effectivement très légères. Donc l'idée au départ, elle était assez simple, c'était de se dire, on va se placer dans l'océan ici, on va mesurer la composition isotopique, et si celle-ci est conservée depuis les sources, on va pouvoir savoir si le fer dans l'océan il vient plutôt des aérosols ou s'il vient plutôt des marges. Et puis si on a une valeur intermédiaire, on va même pouvoir éventuellement quantifier l'importance relative des différentes sources. Alors c'était une hypothèse très simple, même un peu simpliste, si on considère la complexité du cycle du fer dans l'océan et les éventuels fractionnements isotopiques qui peuvent modifier la composition isotopique du fer une fois que celui-ci est introduit dans l'océan. Cela dit, on a quand même tenté le coup, et donc il a fallu développer un protocole analytique pour faire la mesure dans l'eau de mer. Alors j'aime bien montrer cette image-là, parce que un protocole analytique, ça commence par le prélèvement, et donc dans certaines conditions, ça peut être un petit peu compliqué. Dans d'autres situations, ça peut être beaucoup plus tranquille. Et alors là, je vous montre la rosette propre de l'INSU. Donc c'est un équipement qui est disponible pour la communauté. Et je remercie Catherine Jandel d'avoir bien travaillé
de manière acharnée pour pouvoir faire financer cette belle rosette propre et le treuil propre qui va avec. Donc c'est des équipements qui sont adaptés au prélèvement des métaux traces dans l'océan. En plus de ça, donc une fois qu'on a prélevé les échantillons avec ces bouteilles, on les ramène à bord et on les met directement dans une salle blanche mobile, hein, donc c'est un container. Et ça aussi, c'est un équipement qui est disponible pour la communauté, qui est géré par la division technique de l'INSU, juste à côté d'ici. Donc là, vous voyez les bouteilles dans le container. Donc juste après le prélèvement, on les ramène, on commence à filtrer. Donc on a un système de filtration tout efflon et on filtre sur des membranes avec une porosité de 0,4 microns. Et ensuite, donc dans ce container, on a un petit espace labo, vous voyez ici, où on va acidifier, enfin on va récupérer les membranes d'un côté pour la phase particulière, et puis on va acidifier la phase dissoute pour la conserver jusqu'à analyse. On la ramène au labo. Et donc là, je détaille un peu plus le protocole. Donc on a la phase dissoute et puis la phase particulière. On utilise du double spike 57-58 pour corriger des biais de masse éventuels qui pourraient avoir lieu pendant la chimie et surtout dans le spectro. Donc pour la phase dissoute, on utilise une résine qui est latente NTA qui permet d'éliminer l'eau et puis le sel et de récupérer le fer et quelques autres éléments. Et puis pour la phase particulière, on utilise un protocole de digestion des particules HCl, HNO3, HF. Une fois qu'on a minéralisé les particules, de la même manière, on double spike l'échantillon. Et donc après la suite, c'est pareil pour la phase dissoute et pour la phase particulière. On purifie le fer de tout ce qui reste avec une résine anionique. Et donc on a un échantillon de fer quasi pur qui est séparé notamment du chrome et du nickel qui peuvent créer des interférences sur la mesure sur le spectro. Et on utilise comme spectro un multicollecteur ICP-MS, Neptune, à l'Observatoire Midi-Pyrénées avec un système d'introduction, un désolvateur Apex. Ça, c'est un protocole qui a été publié en 2008 et puis qui a été amélioré en 2010. Grosso modo, le blanc il représente généralement de l'ordre de 2% de l'échantillon. On utilise des volumes d'eau assez importants, hein, de 2 litres en profondeur à 20 litres en surface. Il y a moins de fer en surface, il faut des volumes plus importants. Le rendement est assez haut. Et comme on mesure par double spike, on a aussi une mesure très précise de la concentration. On a une précision de mesure de l'ordre de 0,07 pour 1000 en 2 SD. On a réalisé une intercalibration dans le cadre du programme Géotrace, une intercalibration internationale. C'était un exercice où il y a 3 labos qui ont participé au départ. Il y en a un 4e qui s'est rajouté après. Ça, c'est des mesures, il me semble, qui ont été réalisées en 2010. Elles ont été publiées en 2012. Je pense que c'était vers 2010. On a 3 labos qui ont participé. Alors là, le premier, on est 2 dans la salle à avoir participé quand même. Donc il y a Olivier ici. Alors Olivier s'intéresse davantage aux sources hydrothermales et puis aux environnements où les concentrations de fer sont très grandes. Donc son objectif principal, c'est pas la colonne d'eau et les faibles concentrations de fer. Donc à cette époque, du moins, il avait une incertitude qui était un peu plus grande que les 2 autres labos. Mais bon, néanmoins, vous voyez que les résultats étaient excellents. On trouvait tous la même chose. C'était des mesures qui étaient réalisées en aveugle. C'était, je pense, les premières mesures qu'on se communiquait sur des échantillons eau de mer, colonne d'eau. Et donc, on était quand même très, très satisfait de trouver des valeurs comparables. Donc, le deuxième labo, c'est le labo de Seth John aux USA, University of South Carolina aujourd'hui. Et puis le troisième, c'est nous, au Legos à Toulouse, avec l'aide de l'OMP pour l'instrumentation. Un petit mot quand même donc, sur ces 2 protocoles ici, parce qu'on a une approche assez différente avec Seth John aux USA et nous ici. Seth John, il a adopté une stratégie qui consistait à travailler sur des petits volumes, travailler jusqu'à 20 litres et travailler sur 1 litre. Donc évidemment, ça simplifie énormément les mesures et ça lui permet de faire davantage de mesures et d'avoir une résolution spatiale qui est très très forte. Je vous montrerai un article récent là, qui est assez impressionnant, qui est même très impressionnant, avec plus de 500 points de mesure. Cela dit, réduire les volumes à 1 litre,
ça réduit la quantité de fer et ça réduit la précision quand on se trouve dans les zones où il y a peu de fer dans l'eau de mer, donc en surface. Et donc c'est un protocole qui est très efficace, mais la précision, si en profondeur elle est du même ordre, elle est dégradée d'un facteur 4 en surface dans les zones où il y a peu de fer, puisqu'il tombe à 0,3 pour 1000 de précision dans les eaux les moins concentrées. Donc nous, au LEGOS ici, on a une résolution spatiale qui est très nettement inférieure. En revanche, on conserve cette précision, donc non dégradée, sur toute la colonne d'eau et dans l'ensemble de l'océan. Donc c'est deux approches qui sont un petit peu différentes et je pense que les deux sont intéressantes. Encore un petit mot sur le protocole analytique. Là, bon, je vous montre quelques profils, mais le but n'est pas de les discuter, c'est juste de vous montrer la répétabilité des données. Donc vous voyez ici donc ici vous avez 2 points, ici il y a 2 points, ici il y en a 2, ici il y en a 2, ici il y en a 2, ici il y en a 3 je crois. Bon bref, on a une très très bonne répétabilité et puis on voit que les gammes de variation dans la colonne d'eau sont largement supérieures aux imprécisions des mesures. Alors maintenant je vais passer à quelques résultats sur les sources. Donc d'abord la dissolution réductive. Donc ça c'est une carte qui présente les zones de minimum d'oxygène dans l'océan. Donc c'est des zones qui se situent entre 200 et 1200 mètres de profondeur. Et donc on s'attend à avoir on sait qu'il y a de la production de fer par dissolution réductive dans ces régions. Et on avait des mesures, notamment de Severman et al., plusieurs papiers, qui montraient que les eaux interstitielles étaient très légères en fer dans cette région. La question était de savoir si ce signal allait se propager dans la colonne d'eau et si on allait pouvoir utiliser ce signal pour tracer les sources au sein de la colonne d'eau. Donc ça a été réalisé par John et al. En 2012, publié en 2012. Donc il y a eu des mesures ici dans le bassin de San Pedro. Vous voyez les concentrations en noir ici d'oxygène qui descendent très très bas. Et on voit les concentrations de fer dissous qui sont très fortes au niveau des sédiments et puis qui décroissent un petit peu vers la surface. Et on trouve effectivement, ils ont trouvé effectivement dans la colonne d'eau des valeurs très négatives, moins 1 pour 1000, qui montrent bien que le signal des eaux interstitielles est transmis vers la colonne d'eau. Deuxième site juste à côté, c'est grosso modo la même histoire, concentration d'oxygène très faible, des concentrations de fer dissous très fortes qui proviennent du fond et des compositions isotopiques de fer très légères, et jusqu'à moins 3,5 pour 1000, je crois, ici en profondeur, et puis qui restent légères sur toute la colonne d'eau. Donc voilà, ces travaux ont montré que la dissolution réductive, cette source de fer, elle pouvait être tracée, y compris au sein de la colonne d'eau, par un signal de fer léger. Alors nous on est allé, alors là je vais vous parler d'un processus qu'on a appelé la libération non réductive, cette fois-ci, de fer dissous depuis les sédiments. Donc on est allé faire des mesures dans la région de Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc on est là, dans le Pacifique Ouest. C'est une zone où il y a d'énormes décharges de sédiments depuis les continents vers l'océan. Et donc on s'attendait à avoir une source sédimentaire, et puis un peu naïvement, moi je m'attendais à trouver des compositions isotopiques légères de fer dissous. Là vous avez les concentrations, donc les symboles creux c'est les particules et les symboles pleins c'est le dissous. Les concentrations en fer, on voit des très fortes concentrations en fer particulière, puis là c'est un zoom sur la phase dissoute, on voit aussi des concentrations de dissous assez fortes. Et là, il y avait composition isotopique, et donc en symbole plein, la phase dissoute, elle n'est pas du tout légère, elle est légère. Alors, j'ai oublié de vous dire, ici, le trait gris, c'est la composition isotopique de la croûte à 0,1 pour 1000. Et donc, on a trouvé des compositions isotopiques plutôt alourdies dans la phase dissoute. Donc, voilà, moyenne de 0,34 pour 1000. Et donc, l'apport sédimentaire, dans ce cas-là, il n'est pas négatif, il n'est pas léger. Le fer dissous, il est d'ailleurs légèrement plus lourd que le fer particulière, et donc ça suggère qu'il n'y a pas de réduction, d'où la suggestion qu'il existe un processus de libération de fer dissous sans réduction depuis les sédiments. Alors on ne sait pas exactement ce que c'est que ce processus, si c'est la dissolution, si c'est de la désorption. Idem, une deuxième station ici, un peu plus en amont, il y a un courant qui coule comme ça,
Et on trouve la même chose, le fer dissous légèrement alourdi. Une autre campagne Khéops au-dessus du plateau des Kerguelen. Vous avez l'île ici, puis le plateau ici qui est vers 500 mètres de profondeur. On a mesuré 2 stations. Vous avez ici des sections de concentration de fer dissous. Donc on voit une source profonde en concentration qui suggère la libération de fer depuis les sédiments, à la fois ici et là. Alors les compositions isotopiques, de la même manière. Donc là on a très peu d'échantillons. Mais les 2 échantillons, donc ces 2 stations les plus proches du fond, on est à quelques dizaines de mètres du fond, et bien encore une fois, on a des valeurs qui ressemblent aux précédentes, 0,3 pour 1000, donc légèrement alourdies, donc a priori pas de réduction, et encore une fois, libération non réductive de fer dissous depuis les sédiments. Là, je dévoile un tout petit peu du talk de Cyril juste après. On est allé au sud de l'Afrique du Sud, et donc là, on a le profil de composition isotopique de fer dissous. Donc je ne vais pas vous parler de ces 2 points-là parce que Cyril en parlera très abondamment dans son exposé. Mais à part ces 2 points, on a encore une fois des compositions isotopiques légèrement lourdes et on n'a certainement pas de signature comme ce qui avait pu être observé dans les OMZ à -1 ou -3 pour 1000. Donc encore une fois, ça suggère qu'on a de la libération non réductrice de fer dissous. Alors, donc je reviens un petit peu en arrière sur la quantification des différentes sources. Donc, une estimation, encore une fois, du flux de fer dissous depuis les poussières, de 2 à 20 gigamoles de fer dissous par an. Alors, cette source sédimentaire, donc liée à la réduction du fer, qui a été estimée par pas mal de travaux et puis observée ici avec les isotopes du fer, donc estimée à 30 à 90 gigamoles de fer dissous par an. Et puis, nous, on a observé à 3 endroits différents, partout où on a mesuré, on a observé des signaux plutôt lourds qui témoigneraient d'une, là il y a marqué dissolution, je dirais plutôt d'une libération non réductrice de fer dissous. Alors, on a essayé d'estimer un petit peu le flux associé, et ça, c'est un travail qui a été publié par Jandel et al. En 2011 dans EOS, basé à la fois sur des travaux sur les isotopes du néodyme, parce qu'on a observé des processus similaires pour le néodyme, basé sur des travaux de modélisation, sur des expériences in vitro, et on estime que le flux de fer dissous qui sera associé à ce processus pourrait être compris entre 70 et 530 gigamoles de fer dissous par an. Ça demande bien sûr à être approfondi, mais on voit ici que c'est des flux qui pourraient être plus importants que les autres, et donc on suggère que cette source, elle pourrait être dominante à l'échelle globale. Alors, je passe à un autre type de source, les sources hydrothermales, et c'est surtout un prétexte pour vous montrer la section donc, de Conway et John dans l'Atlantique Nord, qui vient de sortir là, dans Nature en juillet. Et donc, on a les concentrations de fer dissous ici le long de la section, avec l'Afrique et l'Amérique. Et on voit au-dessus de la ride médio-atlantique le site TAG hydrothermal, une augmentation des concentrations en fer dissous qui témoigne d'une source. Et associé à cette augmentation, on a un signal isotopique qui est bien visible ici, mais en fait qui est encore beaucoup plus visible si on regarde le profil à cette station. Et on a un signal léger de fer dissous. Alors, si j'ai bien compris l'exposé d'Olivier hier, on ne peut pas généraliser ça à l'ensemble des sites hydrothermaux, compte tenu du fait qu'il y a plusieurs types d'hydrothermalisme. Mais pour l'instant, c'est à ma connaissance la seule donnée dans une plume de composition isotopique de fer dissous. Voilà. Alors, je passe maintenant à un résultat sur les aérosols. Donc, je vous ai dit que les aérosols, ils avaient été mesurés avec une valeur crustale, proche de 0, 0,1 pour 1000. Mais en réalité, donc, c'était l'hypothèse qui avait été admise par tout le monde pendant longtemps, mais en réalité, si on y regarde de plus près, ça c'est une compilation qu'a fait Marie Labatut dans sa thèse, on voit que la plupart des mesures, c'était des mesures d'aérosols continentaux, enfin dans des régions qui ne sont pas océaniques et très peu au large. En fait, quand on regarde les données océaniques, il y avait quelques données côtières ici, puis il y avait 2 données qui étaient publiées dans une thèse, dans la thèse d'Amandine Radic,
qui était, elle, légèrement positive. Donc on a en fait quelques données supplémentaires toujours dans la région de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc on a mesuré les aérosols directement, hein, et on trouve des compositions isotopiques plutôt lourdes, enfin légèrement lourdes. Et ça, ça vient de sortir dans Global Biogeochemical Cycles. À noter que Conway et John, ils font aussi une estimation ici, donc là cette fois-ci sur la base des mesures de fer dissous dans les couches de surface, et ils estiment que les apports atmosphériques pourraient apporter du fer dissous assez alourdi, à près de 0,7 pour 1000. Et donc l'ensemble de ces deux travaux suggère que la source atmosphérique, elle ne serait pas crustale, hein, avec une valeur de 0 ou 0,1 pour 1000, mais plutôt alourdie. Donc je résume un petit peu ici ce qu'on a à l'heure actuelle, à ma connaissance, sur les signatures des différentes sources de fer à l'océan. Donc les aérosols en milieu marin qui sont en fait légèrement alourdis, les sources hydrothermales qui pour l'instant, telles que documentées jusqu'à présent à ma connaissance, sont légères, donc visiblement il y a potentiellement aussi des sources lourdes. Et puis la source sédimentaire associée à la réduction, donc on a vu qu'elle était bien légère, et puis une source sédimentaire associée à des processus sans réduction qui serait aussi légèrement alourdie. Donc on voit qu'on a quand même différentes sources qui sont caractérisées par des signaux qui sont assez différents, et donc ça peut être intéressant quand même. Je pense qu'il y a un bon potentiel quand même pour utiliser ces signatures isotopiques de fer pour tracer les sources dans l'océan. Cela dit, il faut que ce signal il se conserve une fois qu'il arrive dans l'océan. Ça, c'est pas gagné, et donc on va regarder ça, la conservation du signal dans l'eau de mer. Alors pour faire ça, alors pour les non-océanographes, dans l'océan, il y a des courants, il y a des masses d'eau. C'est un petit peu comme des fleuves dans la mer. Donc on a des masses d'eau, c'est des corps d'eau, c'est des ensembles assez homogènes, hein, qui ont des propriétés de température et de salinité qui sont homogènes, et ça se déplace, transporté par les courants. Et si on regarde le cœur de la masse d'eau, il y a peu de modifications, il y a des mélanges sur le pourtour des masses d'eau, mais peu au centre. Et donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai regardé différentes masses d'eau, et donc le long d'un trajet dans l'océan, et j'ai regardé si la composition isotopique variait beaucoup. Alors, une masse d'eau très importante, c'est ce qu'on appelle l'eau profonde nord-atlantique, NADW. C'est une masse d'eau qui coule ici, comme ça, et qu'on retrouve au sud de l'Afrique du Sud. Et donc, si on regarde ces données qui ont été mesurées ici au nord, et puis ces données, alors, les eaux, elles ne coulent pas sur l'horizontale, hein, donc la différence de profondeur, ce n'est pas un souci, c'est que les eaux, elles plongent un petit peu. Et donc, on voit que les compositions isotopiques de cette masse d'eau, hein, sur cette très longue trajectoire, elles sont légèrement différentes, mais enfin quand même pas beaucoup. Elles sont assez similaires. De la même manière, on a pu comparer la signature d'une masse d'eau qu'on appelle la Lower Circumpolar Deepwater, là, qui coule de cette station violette au Kerguelen ici. Et donc on voit que cette masse d'eau, qui est très peu modifiée le long de son trajet dans ses propriétés de température et de salinité, elle a une composition isotopique, encore une fois, qui est très peu variable sur cette distance qui fait à peu près 4000 km. Juste au-dessus de cette masse d'eau, on a une autre masse d'eau, je n'ai pas noté, c'est l'Upper Circumpolar Deepwater. Elle a été échantillonnée ici donc, et ici, et toujours on a des compositions isotopiques, ici cette fois-ci bien négatives, moins 0,6, et encore une fois bien négatives, moins 0,5. Ça varie un petit peu, mais pas beaucoup. Là, je n'ai pas montré les données, mais on a aussi une conservation très claire du signal le long de l'équateur, ici, dans le Pacifique. Et donc l'ensemble de ces observations suggère que les compositions isotopiques de fer, au moins en profondeur, hein, parce qu'on a regardé que des masses d'eau profondes, elles sont assez peu modifiées le long du trajet des masses d'eau, et c'est ce que j'appelle une quasi-conservativité du traceur en profondeur. C'est un peu surprenant parce que on a potentiellement plein de processus, hein, dans la colonne d'eau qui pourraient conduire à des fractionnements isotopiques. Alors on va regarder un petit peu ces processus. Le premier, c'est des interactions dissous-particules, et on revient dans la région de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc on a ici 3 stations côtières qui sont soumises à d'intenses décharges de sédiments, donc apport massif de particules.
Vous voyez ici les compositions isotopiques donc, du dissous en triangle aux 3 stations, et puis du particulaire, c'est les petits ronds. Et c'est assez frappant de voir que systématiquement, le dissous, il est plus lourd que le particulaire. À part un point ici en surface, on a toujours le dissous un peu plus lourd que le particulaire. Et puis la différence entre les deux phases, elle n'est pas très variable, elle est assez constante. Donc, compte tenu du fait qu'on a des apports massifs de particules, je pense qu'on peut raisonnablement admettre que le fer dissous qui est libéré dans ces régions est libéré à partir du fer particulaire et que ce n'est pas l'inverse. Donc si on admet le fait que ces décharges intenses de particules libèrent le fer dissous qu'on retrouve ici, et bien le fait qu'il soit plus lourd en isotopie, ça a une conséquence importante. Ça implique, alors je ne peux pas rentrer dans les détails, je pense que je n'ai pas le temps, mais ça implique qu'on a ce qu'on appelle un fractionnement à l'équilibre, et ce qui implique qu'on a des réactions dans les deux sens, entre les deux phases, et qu'on a des échanges continus entre les deux phases, la phase de fer particulaire et le fer dissous. Ça, c'est très important parce que depuis qu'on a commencé à s'intéresser au cycle du fer dans l'océan, depuis les années 80, on a vraiment commencé à augmenter l'effort sur cet élément, et bien on s'est principalement, quasi exclusivement intéressé au cycle du fer dissous et quasiment pas au cycle des particules. Et or, en fait, dans l'océan, il y a, à mon avis, plus de fer particulaire que de fer dissous, puisque quand on regarde les concentrations, on voit qu'à la côte, il y a beaucoup plus de particules, et que dans l'océan ouvert, on est à peu près à 50-50. Donc, si cette conclusion est correcte, elle est très importante parce que ça signifie qu'on a un impact fort du cycle du fer particulaire sur le fer dissous et que donc il est hors de question d'espérer comprendre le cycle du fer dissous si on ne comprend pas le cycle du fer particulaire. Et je termine par un dernier résultat sur la consommation phytoplanctonique. Quand on parle d'isotopes du fer dans l'océan, la première question qu'on vous pose, c'est comment est-ce que ça fractionne par la consommation phytoplanctonique. Alors, c'est pas facile de répondre à cette question, je pense, parce que une manière de faire, c'est de faire des incubations, donc c'est de reproduire les processus en laboratoire, mais c'est très difficile de reproduire la nature, la complexité de la nature, qui est très complexe dans le cas, en particulier dans le cas du fer, très difficile de reproduire ça dans une bouteille, et donc personnellement, j'aime bien essayer de regarder, voir si on peut quantifier ces fractionnements in situ. Alors in situ, c'est un peu compliqué parce que là, à l'inverse, on est dans un système très complexe et on a des difficultés à isoler un seul processus et on peut avoir le résultat de plusieurs processus. Donc on a quand même essayé de le faire dans le Pacifique équatorial et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est placé dans le maximum de chlorophylle, qui est vers une 50aine de mètres de profondeur, et on s'est placé au large, loin des sources lithogéniques. Alors, si on regarde alors, on a fait l'hypothèse que le fer particulaire qu'on prélevait dans ces conditions, c'était intégralement du phytoplancton. Bon, c'est assez discutable comme hypothèse. Alors, on a plusieurs quand même éléments pour la supporter. Le premier, c'est que les filtres ils sont ouverts. Donc bon, on dirait que c'est un peu léger comme argument, mais enfin quand même. Quand même, on a des traceurs quand même de matières lithogéniques. On peut regarder l'aluminium, le titane, le thorium, et on a essayé de quantifier donc dans les matières particulières qu'on a prélevées dans le Pacifique équatorial, quelle était la contribution du lithogénique. Et on a vu qu'elle était assez faible, de l'ordre de 20%. Donc on n'a pas voulu faire de correction parce que ça n'était pas précis, et donc on a fait l'hypothèse que le fer particulaire c'est du phytoplancton. Voilà. Et du coup on a ici la composition isotopique du fer particulaire ou du phytoplancton au large dans le Pacifique, et puis la composition isotopique du dissous, et on a regardé la différence des deux, et à chaque fois le fer particulaire dans ces conditions là il est plus léger que le fer dissous. Et donc ça suggère que le phytoplancton préfère consommer des isotopes légers du fer. Alors là, ces valeurs-là, c'est de l'ordre de moins 0,2 pour 1000, donc c'est des tout petits fractionnements isotopiques.
Alors, à noter aussi que là, par contre, c'est en contradiction avec les travaux donc, publiés par Conway et John en juillet, puisque eux suggèrent que c'est l'inverse. Bon, cela dit, ils n'ont pas publié encore leurs données de particules, donc on va attendre de voir ce qui sort à ce sujet-là. Donc voilà, j'en ai terminé, donc je conclus. Tout d'abord, on a un protocole qui permet de mesurer la composition isotopique du fer, à la fois de la phase particulière et dissoute dans tout l'océan. En ce qui concerne les sources, oui, la dissolution réductive produit du fer léger et ce signal il peut être tracé au sein de la colonne d'eau. On suggère l'existence d'un processus de libération, enfin les isotopes du fer nous ont permis de suggérer l'existence d'un processus de libération sans réduction du fer depuis les sédiments. Alors, il se pourrait que ce processus soit très important à l'échelle globale. Sur les sources hydrothermales, pour l'instant, on n'a observé que du léger, mais bon, il nous faut davantage de données. Je suis sûr qu'il y en a plein qui vont sortir rapidement. Les aérosols, en fait, ils sont plus lourds que prévu. Et en ce qui concerne, donc ça c'était pour les sources, en ce qui concerne le cycle du fer dans la colonne d'eau, on a observé une quasi-conservativité du traceur au moins en profondeur. On a observé des échanges, un petit fractionnement isotopique entre la phase dissoute et la phase particulière. Hein, j'ai oublié de le dire, mais c'était pareil, c'était petit, c'était de l'ordre de 0,2-0,3 pour 1000. Donc les isotopes nous permettent de, je pense de manière assez convaincante, assez robuste, de montrer qu'il y a des échanges continus entre ces deux phases. Et puis le phytoplancton semble préférer le léger. Les fractionnements associés à ces processus sont très faibles, hein, de l'ordre de 0,2 pour 1000, ce qui peut expliquer en fait le fait qu'ils ont assez peu d'impact sur la conservation, sur le signal, et du coup on comprend pourquoi le signal peut être conservé sur de longues distances. Voilà, je vous remercie.